Oh, c'est un bon ballon. Kavanovic, nouveau tir de Vargas. Oui. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hors-jeu, le podcast consacré au football suisse. Cette semaine, au sommaire, le retour de la Super League, avec Sion, Lausanne, Servette, qui ont tous gagné. On fera aussi un petit détour par le passé, avec un petit saut 30 ans, une trentaine d'années en arrière, avant de s'atteler à nos pronostics habituels. Aujourd'hui, pour m'accompagner, je suis avec Steve Guillaume. Salut Steve. Salut Valentin. Malheureusement, on n'a pas Laurent Antonioli avec nous. Il a des petits soucis de santé. On pense fort à lui et puis il nous reviendra très vite. Il n'y a pas de souci. Toi, Steve, tout va bien? Moi, je vais en pleine forme et je saisis aussi l'opportunité de souhaiter tout de bon à Laurent et on l'attend avec impatience dans notre podcast. Tout à fait, sur le grill de nouveau. Passé un bon week-end de Pâques? T'étais sur les terrains, sur les stades ou... Ouais, bah évidemment, hein, le foot, c'est notre passion. Donc, même si il y a eu des repas copieux, pas mal de chocolat, de petits lapins, il y a eu beaucoup de football. Qu'est-ce que t'as vu ce week-end? Ouais, bah, j'ai regardé évidemment le championnat suisse, hein, entrecoupé de hockey. Ah ouais, aussi. Et puis évidemment, la Ligue des Champions. Écoute, je te propose qu'on commence un petit peu par le FC Sion. Le FC Sion qui a gagné 4-0 à Getse, c'était lundi de Pâques. Un match, globalement, qu'ils ont maîtrisé. Je sais pas ce que toi, t'en as pensé, mais quand même un match de patron de Sion. Ouais, là, déjà, tu as un résultat très clair, hein, 4-0 pour Sion contre Getse, un faible Getse. En tout cas, un Getse qui se cherche. Mais c'est vrai qu'actuellement, Sion montre une certaine maîtrise dans son jeu. Et surtout, ben, c'est la meilleure défense du championnat. Et je crois que c'est pas pour rien. C'est qu'on fait un gros travail de récupération. On est solide. Et puis, on est très concentré. On évite les erreurs individuelles. En plus, il y a Ratchopi qui donne confiance à ce groupe. Donc, effectivement, on peut parler d'un match pour la plupart du temps en maîtrise. Ouais, moi, je suis sur l'aspect la plupart du temps en maîtrise, et je suis d'accord parce que, oui, globalement, Sion était largement au-dessus de Sion, de Getse. Pour moi, il y a même pas de débat à ce niveau-là. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait des petits trous dans le match de Sion. Le moment entre le début de la deuxième mi-temps et le deuxième but, c'est Dunois. T'as quelques occasions, t'as ce fameux arrêt de Ratchopi sur le tir dévié. T'as des moments qui sont où Sion un petit peu passifs derrière. Et je me suis dit à un moment, mais quand même, heureusement qu'ils ont marqué ce 1-0 hyper rapidement avec Nivokazi, parce que si ça aurait pu être le match où ils auraient pu galérer un petit peu, quoi. Oui, heureusement, mais en même temps, c'est des fois un peu le piège. Quand tu marques rapidement dans un match, Valentin, c'est que tu te dis que le match va être facile. C'est vrai que Getse montrait relativement peu de velléité offensive et n'était pas très dangereux. Et moi, c'est là que je trouve, quand le premier but, qui est à la 3e minute, hein, déjà, et le but de Chipperfield à la 66e, je trouve qu'on est en maîtrise, mais un petit peu trop. Je trouve que là, si on aurait dû aller chercher à se rassurer, aller chercher un deuxième goal contre un Getse qui n'y était vraiment pas. Oui, alors, il y a Aspiensen, mais c'est à peu près le seul, hein, parce que Frey devant, c'est plus un bourrin qu'autre chose. Donc le danger, on le voyait surtout venir depuis le côté éventuellement de l'Avanchi qui était à son affaire. Donc moi, je trouve que là, le FC Sion maîtrisait, mais trop quelque part. Et puis, avec un autre adversaire, comme tu l'as dit, les quelques actions que Getse a eues, peut-être que ça aurait pu être goal avec un adversaire et des joueurs individuellement plus forts que ceux de Getse actuellement. Ouais, c'est ça. T'as presque une forme de facilité finalement qui ressort de la façon dont Sion gère ou oublie de gérer ce match à certains moments de la partie. Enfin, évidemment qu'ils sont dans le contrôle, évidemment qu'ils peuvent enchaîner des longues séquences de possession parce que Getse, même en termes d'intensité, ils y sont plus, je trouve. Euh, autant défendre haut que défendre bas, ils ont de la peine. Donc forcément, t'as une forme de contrôle tout le temps avec le ballon et tu t'approches du but adverse sans forcément te créer des occasions, mais au moins tu t'approches tout le temps dans le camp adverse. Mais par contre,
à la perte de balle, parfois, tu as une forme de friabilité qui prouve cette facilité finalement, quoi. Ça, Ouais. Maintenant, est-ce que de dire que le FC Sion est en maîtrise, en contrôle, alors on va le répéter peut-être pour moi une dernière fois, mais contre un faible Getse, est-ce pas une sorte de maturité? Parce que je te rappelle que contre le même adversaire, il n'y a pas si longtemps, à Tourbillon, Getse jouait à 10 et avait réussi à battre le FC Sion en 1-0. Donc, et au final, on a quand même aujourd'hui un 4-0. Donc, c'est vrai qu'on cherche la petite bête quelque part. Et puis, quand certains cadors, je pense notamment à IB et à Bâle, qui sont les derniers titrés, en gros, de notre championnat, faisaient ce genre de match, ben, on disait ils sont en maîtrise. Et on n'ajoutait rien d'autre. Mais c'est vrai qu'on aimerait aussi que Sion soit aussi en maîtrise de cette manière-là quand ils joueront contre Thun, quand ils joueront contre Saint-Gall, enfin, tu vois, quand c'est tout gros, tout gros. Là, ça n'a pas porté à conséquence, mais pour moi, il y a quand même, on voit un FC Sion, et je tiens à le préciser aujourd'hui, si Sion arrive à gagner ce dernier match contre le NS, honnêtement, il devra essayer de viser l'Europe parce qu'il en a les moyens. Aujourd'hui, on a un tout autre FC Sion de ces dernières saisons. On a vraiment un FC Sion qui a grandi. Et c'est vrai qu'on pourra revenir sur des petits points de détail. Hein. Je pense qu'on va le faire, que le FC Sion peut encore améliorer. Mais aujourd'hui, on a globalement une équipe qui fait plaisir. Ah bah, de toute façon, cette forme de maturité que tu évoques, parce que le match que tu évoquais contre Getse, c'était il y a déjà plus d'un an. C'était à l'automne, pardon, début de saison, début d'année 2025, du coup. Et évidemment que ça, Sion s'est tellement terriblement transformé d'une année à l'autre, donc il y a même pas, il y a même pas photo en fait. C'est clair que c'est un match d'une équipe qui est de haut de tableau, qui a en effet ses passages à vide, mais c'est un match d'une équipe de haut de tableau, qui a ses certitudes, qui a ses assurances. Quand tu marques aussi vite dans un match, c'est pas non plus une surprise. Je pense que en plus, d'ailleurs, j'allais venir en incorporant entre guillemets des nouveaux joueurs parce que tu avais Franck Surdé qui a pas fait forcément un super match, mais l'action décisive en début de match à la troisième minute, c'est lui qui l'amène, c'est lui qui fait ce centre parfait pour Nivo Kazi. Donc forcément, ça a un impact considérable sur la suite de la rencontre. Toi, Surdé, t'en as pensé quoi? Et tu vois, c'est globalement un aspect que j'aimerais approcher sur les individualités de FC Sion. Et prenons Surdé, qui fait partie du jeu offensif de FC Sion. Euh, Tu vois qu'il a des qualités, notamment des qualités techniques. Mais ce qui m'a surpris, c'est qu'à quelques reprises, je l'ai vu peiner physiquement, mettre les deux mains sur les genoux suite à une action où il était impliqué. Mais voilà, il faisait peut-être chaud. Mais tu vois que le passé récent de Surdé, il a très peu joué et qu'il lui manque clairement des minutes de jeu pour pouvoir prétendre faire 90 minutes pleines physiquement, alors déjà athlétiquement, je l'ai déjà dit hein, lors d'un de nos podcasts, il doit un petit peu s'épaissir, mais surtout, il doit trouver cette intensité que notre Super League impose. Hein. J'ai lu dernièrement une étude que la Super League fait partie des 5 championnats dans le monde les plus intenses, avec, tu sais, ces sprints à plus de 20 km/h. Je crois qu'en premier, il y avait la division hollandaise, en deuxième, les Japonais, et en cinquième, la Super League. Comme quand on décrit souvent notre Super League, mais elle a quand même certaines qualités. Et pour moi, Surdé n'y est pas encore à ce niveau-là. Donc là, il doit encore s'améliorer. Comme d'autres, sur le plan offensif, doivent trouver une forme de régularité. Hein. Je pense à Louken Bila, qui pour moi n'a pas fait un super grand match, d'accord, contre Getse, alors que le match précédent, je trouvais que contre Saint-Gall, il avait fait un très bon match. Donc, encore un manque de régularité. Comme Botelli doit absolument pouvoir s'imposer comme titulaire. Pour l'instant, il fait le job comme remplaçant hein, et il le fait plutôt bien. Donc voilà, moi. Et puis Chouaref, alors oui, il fait une très bonne saison, mais on sait qu'il peut passer à côté de certains moments de match. Et pour moi, c'est surtout ce secteur-là qui doit trouver vraiment une régularité dans les performances à l'intérieur d'un match, match après match.
et on aura un FC Sion, comme je l'ai dit, qui pourra alors prétendre à viser une place européenne. Ouais, mais ce qui est intéressant du coup à Sion, c'est que, en effet, là, tu mets sur D, tu as mentionné Luke Villa, tu as mentionné Botelli, on peut mentionner Berdaïez, on peut mentionner Chipperfield, tu as encore Roudani qui va bientôt revenir, a priori plutôt après la scission. Tu as quand même une variété de choix dans le secteur offensif du FC Sion qui commence à être vraiment intéressante. Tolo, aujourd'hui, il peut presque choisir les joueurs qu'il veut en fonction des matchs. J'ai même pas mentionné Kololi qui était malade à Getse. On a, allez, pas loin de 7 voire 8 joueurs qui peuvent jouer dans les 4 postes de devant. C'est quand même pour Sion, c'est quand même pas rien. Et 8 joueurs qui sont globalement fiables. Alors, on peut toujours évoquer le manque de régularité qui est aussi impulsé par le fait que Tolo change quand même pas mal ces derniers temps. Ce qui n'était pas moins le cas avant, mais ces derniers temps, il change pas mal. Et du coup, pourquoi Botelli ne s'impose pas en tant que titulaire alors qu'il a fait qu'un seul match titulaire après avoir marqué? Moi, ça pourrait me déranger aussi pour avoir cette régularité simplement avec la confiance qu'on pourrait lui donner. Il l'a donné à Lukombila, pourquoi il ne la donne pas à Botelli, tu vois? Ça, c'est des trucs qui me dérangent un petit peu si tu veux vraiment hausser le niveau de cette attaque, de cette ligne offensive. Les deux seuls qui jouent tout le temps, c'est Chouaref et Nivokazi. Alors, ils l'ont mérité, hein, il n'y a, pas y a pas de miracle avec ça. Mais des fois, je me dis que Botelli, on pourrait l'avoir quand même sur plusieurs matchs de suite, quoi, au moins pour le voir. C'est pas parce que tu fais un match titulaire où tu marques pas alors que tu as marqué quand tu étais remplaçant qu'on peut pas avoir t'accorder une certaine confiance non plus, quoi. Oui, alors, d'autant plus que quand il a été titulaire, il n'a pas marqué, mais il a plutôt fait un bon match. En tout cas, son En match plus, ouais. était intéressant, il n'est pas passé à côté. Donc, ouais, moi, je crois réellement que. Alors, il y a deux aspects dans ce que tu viens de dire. Il y a la gestion de Didier Tolo. Ben, en toute honnêteté, quand tu as 7, 8 joueurs qui peuvent prétendre à jouer dans une attaque, déjà, on a une chance, c'est qu'on joue plutôt avec 3 attaquants hein, au FC Sion. Donc, c'est déjà une possibilité de plus que 5-10, si tu n'en as pardon. que 2. Voilà. Et puis, alors tu sais, il y a une chose, c'est que inconsciemment, dans la tête, et pas seulement de Didier Tolo, mais de la plupart des gens qui suivent le Session, c'est un joker, Botelli. Et que dans ce rôle-là, il excelle. Euh, on va pas revenir sur des ancienneries, des vieilleries. Hein, mais Frédéric Chassot, sous Gilbert Grèce, à Neuchâtel-Xamax, c'était un joker. Il était beaucoup plus efficace quand il rentrait, parce qu'il Boulaya, quand il marquait. est arrivé à IB Et aussi, tu te souviens la saison qu'il fait où à chaque fois qu'il rentre, il marque. Je crois qu'il finit pas loin d'être meilleur buteur, je crois que cette saison-là. Et il était cantonné à ce rôle. Par contre, la saison d'après, il s'est retrouvé titulaire et puis il avait marqué tout autant de buts, hein. ouais, puis cette année, si tu prends les meilleurs buteurs de notre Super League, en réalité, la plupart qui trustent les premiers rangs de ce classement sont des titulaires. Et le seul vrai joker reconnu en tant que tel dans notre Super League, pour moi, c'est Botelli qui symbolise le joker efficace. Tu as parlé tout à l'heure un petit peu de l'Europe qui, pour toi, si Lausanne si on bat Lausanne samedi, je crois que c'est samedi le match, non, dimanche, pardon, c'est dimanche. Sion devrait viser l'Europe. Là, il y a quand même un petit écart de 4 points. C'est un peu statu quo en haut, mais c'est quand même un petit écart, quoi. Quand tu vas jouer dans des confrontations directes, c'est quand même, faut quand même les faire, les points assez vite, quoi. Alors, tu viens de le dire, l'avantage, c'est que à la fin, sur les 5 derniers matchs, ce sera plus que des confrontations directes, quelque part. Puis ça concernera les équipes qui joueront ou le titre. Bon, ben là, je pense que on va pas encore le dire, mais ça concerne tout. Et puis, pour les 5 autres équipes, ça va concerner l'Europe. Donc, ça va être un de ces mini-championnats ultra intéressants dans laquelle, j'espère, le FC Sion aura son mot à dire. Dans tous les cas, sur ce qu'il présente actuellement, alors encore une fois, on va relativiser cette dernière performance parce qu'il fait contre un Getse qui a la tête sous l'eau. Mais dans tous les cas, pour moi, j'espère qu'on y croit du côté du Valais et de Tourbillon pour donner du piment sur cette fin de saison. Non, y croire, il faut, mais disons que Sion a un tout petit désavantage dans ce tour final, c'est qu'ils vont à Bâle, à Saint-Gall et à IB. Alors, oui, peut-être qu'à IB, c'est plus facile, mais c'est toujours la question du synthétique, etc. C'est quand même pas un calendrier qui est facile, hein. Surtout pour Sion, aller à Bâle, aller à IB, c'est quand même des places
ont tendance à les embêter un petit peu, quoi. Mais tu sais, c'est marrant ce que tu dis parce que je me suis amusé l'autre jour de regarder le programme de Toon parce que comme ils ne sont pas encore champions, je regardais le programme et je me disais, waouh, finalement, tu as des sacrés matchs à jouer. Mais en fait, pour toutes les équipes, c'est des sacrés matchs. Donc là, je pense qu'on aura vraiment un tour final des plus intéressants. Et franchement, je me réjouis d'assister à ce rush final où j'espère que le FC Sion aura son mot à dire. Évidemment, le programme, hein, il est difficile. Même si, dans ce que tu viens de dire, honnêtement, on a eu connu le FC Sion en très grande difficulté lorsqu'il se déplaçait à Berne ou à Bâle. Et ces 2 dernières saisons, c'est des endroits où le FC Sion est capable de faire des points, notamment à IB, où il fait plutôt des bonnes performances sur ces derniers matchs au stade de Berne. Disons que le petit désavantage, c'est que sur les 5 matchs, tu en as 3 à l'extérieur, quoi. Elle est là. Par rapport à d'autres équipes, j'ai pas regardé le calendrier en détail des 3-4 autres, en tout cas de Lugano et de Bâle et de Saint-Gall, qui sont finalement les concurrents directs. Mais disons que le désavantage pour eux, c'est ça, c'est ces 3 matchs à l'extérieur, quoi. Inévitablement, de toute façon, ben voilà, sur ces 5 matchs, hein, c'est soit tu en as 2 à la maison, soit tu en as 3. Pour Sion, il n'y en aura que 2. Euh, on a eu connu un FC Sion en difficulté à Tourbillon il n'y a pas si longtemps que ça, dans des séries qui ont duré. Tout comme maintenant, ben, ça va beaucoup mieux et tant mieux pour eux. Tout comme ils étaient capables d'aller faire des points à l'extérieur. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait partie de cette fameuse maturité dont on a parlé au début, Valentin, c'est que le FC Sion est capable de faire des points à la maison comme à l'extérieur. Et de toute manière, si tu veux prétendre à l'Europe, tu devras faire des points dans les 2 cas de figure. On parle d'Europe, et donc forcément, ça aura une incitation enfin, une implication sur la saison prochaine. Et dans ce cas-là, il y a toujours la question de Tolo, dont on a déjà évoqué un petit peu la semaine dernière. Entre-temps, il a donné une interview à Blick, je crois que c'était samedi, dans lequel il met, par contre, pour le coup, lui, un petit peu la pression. Que Christian Constantin a tendance à dire que ça dépend de Tolo. Là, Tolo dit, mais ça dépend aussi de Sion, du projet qu'il y aura l'année prochaine, quoi. Limite, j'ai pas encore décidé, ça dépend de ce qu'on va me vendre, ça dépend évidemment de. Lui, il dit que non, mais ça va dépendre, à mon avis, de la Coupe d'Europe. Et je pense du contingent qu'il aura à disposition, de l'impact qu'il peut avoir sur ce contingent. Je sais pas comment toi, tu lis ça, toi. Bon, c'est un peu un jeu du chat et la souris. Il y a une fin de contrat. J'imagine que Didier Tolo, il est comme tout le monde, hein. Il a envie d'avoir non seulement le meilleur des contingents, mais aussi le meilleur des contrats. Donc là, c'est de bonne guerre, hein. J'entends ces échanges et puis ça correspond tellement aux 2 personnages qui finalement s'entendent très bien. Et moi, je vais être franc avec toi. J'espère surtout qu'il y ait une forme de stabilité au FC Sion parce que tout à l'heure, tu avançais la gestion des attaquants de Didier Tolo. Et j'ai envie de te dire, mais alors, le coup de poker, c'est pour moi réellement un coup de poker qu'a tenté le FC Sion dans ce nouveau FC Sion, dans sa gestion du contingent, en allant chercher des joueurs comme Niveau Caddy en Challenge League, en allant chercher des joueurs que tu n'es pas forcément connus ou qui n'avaient pas un backup énorme, et que quasiment tous les paris sont gagnants. Honnêtement, j'espère qu'on continue dans cette voie-là, quoi, et de la sagesse, de l'intelligence, et qu'on ait une forme de stabilité dans ce contingent. Ce serait ce qu'il y aurait de mieux pour Didier Tolo et le FC Sion. Non, c'est sûr, ça c'est pour moi. Enfin, là, on en a déjà pas mal parlé, mais évidemment que, en tout cas, il faut que le paradigme soit le même. Je pense que si tu joues la Coupe d'Europe, si tu as des ambitions qui sont supérieures, en tout cas au top 6, donc le fait de jouer pas loin du podium, il faut renforcer l'effectif, quand même si cet effectif il est de qualité, mais le renforcer un petit peu. Et pour le renforcer, il faut des joueurs qui rentrent dans ce moule-là. Donc, en l'occurrence, alors ça peut être des joueurs de Super League ou pas, à la rigueur, peu importe si le recrutement est bien fait, est bien pensé, est bien senti. Mais en tout cas, des joueurs qui dégagent une forme d'humilité, en tout cas de sérieux, quoi. Enfin, c'est pas le mec que tu vas chercher, je sais pas où, pour réaliser un coup. Non, le coup là, ça a plus de pertinence dans le projet actuel de Sion, quoi. T'as pas besoin de ramener du clinquant pour qu'on ait de l'estime et de l'égard, un bon égard à l'égard de Sion. Non, on voit qu'il travaille bien, on voit que ça bosse correctement, on voit que l'équipe est stable, on voit que le climat est serein. Il n'y a pas besoin d'autre chose pour amener du public et amener du soutien ou de l'intérêt ou de l'attractivité
à Sion. Donc pour moi, c'est évidemment ça le plus important. Je sais pas si toi, est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels tu penses qu'il faudrait aller travailler, améliorer un petit peu, renforcer l'effectif? Bon, écoute, j'y avais pas vraiment pensé, tu me prends un peu à froid, mais comme ça, à froid, ma réflexion, c'est derrière, c'est solide. Stabilité, alors est-ce que pour tous les postes, ils sont doublés? Ça, je ne sais pas, parce que finalement, on ne l'a pas réellement vu, d'accord, cette année, puisqu'on a fait confiance quasiment à 90% à la même défense, hein. Devant, ben, je pense que les gars ne peuvent que progresser dans la continuité. On a cité tous les joueurs qui sont capables d'évoluer aujourd'hui au sein de l'attaque de session. Donc, je reviendrai au dernier secteur, le milieu de terrain. On a aujourd'hui, je parle pas des joueurs à vocation offensive, mais plutôt aux joueurs qui sont à la récupération. On a Kalman, le capitaine, et puis Balthazar. Ces deux joueurs qui font un travail de fourmi, qui sont essentiels dans l'équilibre du FC Sion. Et néanmoins, chaque fois qu'ils doivent être remplacés, je trouve que c'est un petit peu moins bon. Et j'ai envie de te dire, peut-être que si tu dois aller chercher un joueur qui s'impose comme titulaire, c'est peut-être un joueur pour un de ces deux joueurs. Et moi, ce serait plutôt pour Balthazar, que je trouve encore trop inconstant à l'intérieur d'un match ou d'un match à l'autre. Il peut être excellent, comme il peut avoir des blancs, hein, contre Saint-Gall, quand il fait cette relance qui amène la possibilité à Görter de marquer. Je ne sais pas si tu te rappelles, Valentin. Voilà, je trouve qu'il est très up-down dans ses performances et que si tu veux aller jouer l'Europe, me semble-t-il qu'il faudra encore un joueur au milieu de terrain, euh, un complément de Kabal Kalman. Mais ça, c'est une vision très personnelle. Je ne remets pas en question aujourd'hui la titularisation de Balthazar, mais je crois que là, il faudrait un joueur taille patron. Moi, je pense qu'il faut surtout, je suis d'accord avec toi sur le milieu de terrain. À mon avis, il faut aussi un profil qui soit un petit peu différent. Quelqu'un qui a plus de volume, plus de verticalité aussi dans son jeu. Allez, si on compare, alors évidemment qu'on n'arrive pas forcément à ça, mais un Cognac qui est capable de jouer à peu près dans tous les rôles, qui est de mettre beaucoup de rythme au milieu. Je trouve que si on l'a pas, je trouve que Balthazar et Kamakalman, c'est quand même deux joueurs qui, sans se ressembler, mais qui se ressemblent quand même un petit peu, quoi, qui ont un petit peu le même côté horizontal de gestion du tempo, etc. Même si Balthazar, des fois, il est capable d'accélérer un petit peu. Je trouve qu'on a deux profils qui ont tendance à se ressembler un petit peu. Alors, ils sont bien parce qu'ils donnent pas mal d'équilibre à Sion. Mais disons que pour aller casser une ligne, pour aller lancer une conduite de balle et puis amener du rythme, je trouve que Sion manque un petit peu de ça. Tu regardes les profils qu'il y a derrière, c'est Noesso qui est vraiment pas dans ce registre-là. Tu as Diac qu'on a quasiment pas vu de la saison. Donc voilà, alors peut-être qu'un Lucas, si on arrive à lui faire de la place, peut-être qu'il arrivera à amener cette vivacité, ce volume un petit peu différent, cette créativité aussi un petit peu différente. Mais je pense qu'en effet, il faut un joueur différent, en tout cas dans ce rôle-là. Et de toute façon, si tu as des ambitions qui s'élèvent, surtout si tu as la Coupe d'Europe, il faut de toute façon, en tout cas, un troisième titulaire, même si tu joues à deux, quoi. C'est marrant que tu parles de Cognac. Je crois qu'il cherche un club, hein. Il cherche à partir de Servette, mais je crois qu'il aimerait retourner à l'étranger, comme j'ai pu comprendre, même si il se plaît beaucoup, beaucoup en Suisse. Ah non, mais évidemment, enfin, c'est plus dans l'idée du profil. Après, je reviendrai sur autre chose quand même. Tu dis que la défense est stable, et en effet, c'est vrai, meilleure défense, en tout cas en termes de buts encaissés de la saison. Aucun souci, ça a marché pendant toute la saison. Mais j'arrive pas à m'enlever de l'idée que cette charnière Aerizi-Kronig, je me demande s'il est pas un petit peu en surchauffe quand même. Je trouve qu'un Aerizi, il est toujours un petit peu à la limite, et il y a toujours un moment où il peut craquer. Pas forcément dans le comportement, mais plus dans la justesse défensive, dans l'alignement, etc. Je trouve qu'il a des qualités relativement moyennes finalement, qu'il arrive à pousser à fond, et ça, c'est tout à son honneur, parce que qu'est-ce qu'il se bat, qu'est-ce qu'il donne sur un terrain. Mais est-ce que vraiment, je me demande s'il n'est pas simplement en train d'atteindre un plafond, et puis est-ce qu'il peut aller progresser encore plus quand l'adversité va augmenter, etc. Quand les défenses et les adversaires seront un petit peu plus pressants, qu'il y aura un peu plus de justesse aussi avec les attaquants en face. J'arrive pas à m'enlever ça de la tête. Et puis Kronig, alors Kronig aussi, c'est une bonne surprise, mais est-ce que pour moi, c'est aussi un joueur qui arrive finalement assez tard à maturité, je crois qu'il doit avoir 24 ou 25 ans. Alors pour un défenseur, on a tendance à dire que c'est
c'est un peu plus normal, mais quand même, je me demande s'il est pas aussi sur une forme de plafond. C'est sa première vraie saison, en tant que titulaire en Super League. Heu, D'un côté, c'est encourageant, mais d'un côté, c'est difficile de pas avoir de doute non plus, quoi. Écoute, Valentin, moi, je comprends tes interrogations, elles sont justifiées. Néanmoins, je dois avoir l'honnêteté de te dire que en début de saison, je m'étais dit, waouh, ça va être difficile pour le FC Sion d'avoir plus d'ambition que la saison précédente avec la défense qui va partir. Et force est de constater que je me suis vachement trompé. Parce que tu prends le Airizi, qui pour moi est peut-être le symbole du FC Sion de cette saison. On parle d'un FC Sion qui a progressé dans tous les secteurs, qui a gagné en maturité, en sérénité. Alors, il n'est pas toujours serein, mais c'est peut-être aussi sa manière de jouer. D'accord, il est toujours un peu dans le too much, dans les deux sens, hein. Quand il défend, il est assez dur au duel. Quand il monte, il ne faut pas le toucher parce qu'il a des qualités artistiques, hein, de cinéma. Enfin bref. Euh, mais il a énormément progressé, ce joueur, sur cette saison. C'est venu un cadre. C'est venu un cadre du FC Sion. Il fait vraiment partie de cette fameuse colonne vertébrale, hein, j'aime bien le dire, hein, Ratiopi, Airizi, Kabakalman et Nivokadze. Donc, donc est-ce qu'il est encore capable d'élever son niveau de jeu? Il n'est pas si âgé que ça, ce joueur. Et que peut-être qu'il est encore capable de l'augmenter. Donc, voilà, tes questions sont légitimes, mais les réponses, moi, je ne les ai pas. J'attends pour voir si le FC Sion peut, dans la continuité, le calme, avec Didier Tolo, et un effectif plus ou moins semblable, continuer à progresser. Et je pense que c'est possible. Parce qu'en de Sion du début de saison et aujourd'hui, c'est pas le même FC Sion, c'est pas le même Didier Tolo. Pour moi, on a vraiment un FC Sion qui est ultra intéressant. Ces fameux 6 derniers matchs contre Lausanne et les 5 derniers matchs, je trouve que ce sera un petit baromètre pour voir ce qui peut nous attendre la saison prochaine et peut-être pour répondre à tes questions parce que le FC Sion va jouer que des gros matchs sur ces 6 derniers matchs. Non, moi, tout ce que je dis, c'est simplement que si je suis à la planification sportive du FC Sion, peut-être que je réfléchis à un défenseur en plus. En tout cas, en plus. Ne serait-ce que au cas où il y a un blessé, et pas un défenseur remplaçant, même si Dubosson, quand il est entré, il a été intéressant, et je pense qu'il a une marge de progression qui est évidente. Mais un quasi titulaire, j'y pense quand même, quoi. Ça me semble, à mon avis, prudent, en tout cas, pour la suite. Tout à fait d'accord avec toi et tu parles de Dubuisson, ben, j'espère aussi qu'on le testera sur ces derniers matchs parce qu'on doit voir ce qu'il a dans l'estomac, même si je trouve qu'il en a pas mal, hein. On l'a vu jouer à Toul contre le leader où il a fait un excellent match. Très bien, je crois qu'on a fait un petit peu le tour sur la F Session, à moins que tu aies un truc à rajouter. Sur le FCC, on n'a jamais fait le tour, mais je crois que honneur au LS maintenant. On est pas mal. Ouais, comme tu le dis, on va passer sur le Lausanne Sport qui a battu Winterthur. Ça, c'était samedi. Ils ont gagné 2-1, un but de Janet, un but de Fofana. Winterthur gagné 1-0. Mais moi, j'aimerais presque commencer par la fin, par les déclarations de Peter Zeidler en conférence de presse après le match, qui a réclamé plus de considération, de respect pour son travail, pour ce qu'il fait. Euh, Toi, tu trouves qu'il a raison, Zeidler, de se plaindre d'un manque de considération à l'égard de son travail? Écoute, je peux comprendre cette déclaration, dans le sens où il ne faut pas oublier que Peter Zeidler, une de ses dernières expériences est en Allemagne. Ça ne s'est pas très, très bien placé, il faut bien l'avouer. Il arrive au LS dans un nouveau contexte, dans un contexte, j'ai envie de te dire, assez compliqué par rapport au fait qu'il y a eu passablement de changements dans l'effectif et tout au long de la saison, hein. Pas seulement sur une période bien claire, hein. Ça a été tout au long de la saison. Ils font quand même une belle campagne européenne et que dans la balance, on entend quand même pas mal de reproches. Et surtout, et je pense qu'il est irrité parce que, en fait, que ce soit les consultants, les suiveurs, les journalistes, à peu de choses près, tous
ont le même son de cloche sur Peter Zeidler et le fait qu'on dise ouais, il n'a qu'un plan A, il a son 4-4-2 en losange qui est un peu obsolète, il n'arrive pas à trouver une autre solution et que je pense qu'il a dû être touché parce que quand c'est l'ensemble des gens qui suivent le championnat qui le disent, automatiquement tu te sens un peu attaqué. Donc, moi, je peux comprendre dans un contexte quand même compliqué de début de saison, avec beaucoup de changements, dans un contexte compliqué où le LS n'était plus expérimenté par rapport à la gestion de deux voire même trois compétitions avec la Coupe Suisse. Voilà. Et je pense que son ego en a pris un petit peu un coup parce que c'était quand même un peu un tube du printemps en disant Peter Zeidler, ça commence à. OK, d'accord. Et puis, moi ce qu'il y a, c'est que en réalité, c'est pas qu'il n'a pas de plan B. Moi, je pense surtout que Peter Zeidler devait se poser la question, et il a un semblant de réponse sur le dernier match contre Winterthur, si vraiment il avait un effectif pour son fameux plan A. Et je pense que non, on l'a souvent dit sur notre podcast, qu'il n'avait pas forcément les joueurs pour jouer le plan A. Et en réalité, il nous a donné un peu raison sur le dernier match contre Winterthur, où on a pas mal de choses à dire. Ouais, parce qu'il est passé en 4-3-3 contre Winterthur, justement. Juste, quand même, moi, mon regard sur les déclarations d'Eidler. Alors, je trouve que à la fois, ces déclarations sont un petit peu extrêmes, et je trouve que certaines critiques étaient aussi un petit peu extrêmes. À mon avis, ça manque de nuances des deux côtés. Je crois qu'on a le droit d'être exigeant envers Zeidler. Je crois qu'on a le droit d'être exigeant envers le Lausanne Sport, sachant la saison qu'il venait de faire. Alors, évidemment qu'il y a un contexte, évidemment qu'il y a les joueurs qui sont partis, évidemment qu'il a fallu repenser un effectif dans un contexte de Coupe d'Europe où ça faisait que brasser et qu'il y avait quand même beaucoup d'impératifs immédiats pour le Lausanne Sport chaque semaine. Donc évidemment que c'était compliqué. Maintenant, il y a une vérité aussi, c'est que si on prend le dernier mois, c'est un mois sans autre compétition. Enfin, les 2 derniers mois, le Lausanne n'a pas d'autre compétition que le championnat. Et sur ces 2 derniers mois, on ne peut pas non plus dire que Lausanne est forcément impressionné et a été forcément séduisant, que ce soit dans son 4-4-2, mais c'est pas que pour des raisons tactiques, même si on a beaucoup parlé de. Moi, j'ai beaucoup parlé de l'aspect du pressing qui m'allait pas, vu les principes que Zeidler aime porter. Mais au-delà même du schéma, c'est simplement qu'est-ce que tu es capable d'obtenir comme performance sur le terrain, comment tes joueurs sont capables de répondre. Il y a des joueurs qui ont montré un niveau trop moyen pendant une trop grosse partie de la saison. Donc moi, c'est surtout là-dessus. Est-ce que c'est Zeidler le coupable? Moi, je ne dirais pas non, pas seulement non. Je pense que la culpabilité est partagée à Lausanne aussi avec les dirigeants, aussi avec les joueurs. Il y a beaucoup de monde à mettre là-dedans. Maintenant, évidemment que Zeidler, on peut, de par ce qu'on connaît de lui, du travail qu'il a réalisé, notamment à Saint-Gall pendant 6 ans, on peut être exigeant envers lui, même s'il est au Lausanne Sport, parce que Saint-Gall, quand il était à Saint-Gall, autre contexte, je veux bien, mais c'était pas un grand Saint-Gall avant qu'il arrive. Et il a fait grandir Saint-Gall, et il lui a donné une réputation, et notamment de par la façon dont il faisait jouer son équipe. C'est des choses qu'on ne voit pas à Lausanne. Et ça, il faut quand même bien le dire. Oui, alors je pense que Peter Zeidler est exigeant avec lui-même. Maintenant, il faut aussi voir quand c'est que ces déclarations sont survenues. C'est après ce match catastrophique à Lucerne, où l'équipe passe complètement à côté à tous les niveaux, techniques, tactiques, au niveau de l'intensité et des intentions, hein, pas d'agressivité. Sopi avait symbolisé ce naufrage. On en a parlé lors de notre dernier podcast. Et que, encore une fois, les critiques sont venues de partout et ciblaient aussi Peter Zeidler, cette façon unique quasiment de jouer. Et que ouais, son ego en a pris un coup. Ça a été d'ailleurs assez rigolo l'échange entre le journaliste et Peter Zeidler, hein, l'échange du public où Peter Zeidler disait on me manque de respect. Je ne crois pas que c'est un manque de respect. Et le journaliste va dire on peut plus parler de considération. Alors il était d'accord. On sait que c'est un prof de langue aussi. Et je crois que c'est Benoît qu'il est tenté de remettre un peu l'église au milieu des villages parce qu'il s'est senti blessé. Et que, inévitablement, en tant que chef de capitaine du bateau, quand tu as une telle performance comme à Lucerne, tu ne peux pas te dédouaner. Mais il a voulu rappeler que Lausanne n'a pas fait tout faux sous cette saison et qu'il espérait que les gens ne l'oublient pas non plus. Et très honnêtement, j'espère quelque part
parce que j'aime bien de voir ces clubs qui évoluent dans la progression. On a parlé de FC Sion tout à l'heure. Peter Zeiler à la tête du LS l'année prochaine pour se dire, OK, on aura vu un LS progresser. Parce que, inévitablement, j'espère que le contingent ne change pas radicalement entièrement cet été et qu'on revoie quand même pas mal de joueurs identiques que cette saison. Euh, on parlait tout à l'heure du système, donc en l'occurrence, là, il a changé, il a mis un 4-3-3 pour la première fois depuis. Il avait fait contre Sion en septembre, sauf erreur, à Sion, et depuis, il l'avait plus jamais refait. Alors, c'est un système qu'il avait déjà utilisé à Saint-Gall sur certaines parties de son mandat. Je me souviens d'une période où il jouait avec Guimeno, Fonmos, et il me manque le troisième, que j'ai plus en tête, mais il l'avait déjà fait. C'est l'époque où ils étaient notamment qualifiés pour la finale de la Coupe de Suisse, qu'ils avaient finalement perdu contre Lugano. Mais à cette période-là, il jouait aussi dans un 4-3-3. Alors, c'est un 4-3-3 un petit peu différent. Hein, ce que Zeidler fait, c'est pas le 4-3-3 avec les ailiers qui collent la ligne. C'est un 4-3-3 assez axial, avec trois vrais attaquants finalement dans l'axe. Et pour le coup, un 4-3-3 aussi où il n'y avait pas Diakité. Et ça, c'est quand même pas anodin quand même le développement du Lausanne Sport cette saison. Toi, je sais pas ce que tu en as pensé, mais je crois que tu en as pensé quelque chose, quoi. Ouais, j'ai une idée assez claire là-dessus. Alors déjà, c'est vrai que ce 4-3-3, ben, j'ai envie de te dire, c'était un peu une réponse et une suite logique à l'interview qu'il a donnée. Parce qu'il a voulu prouver qu'il est capable de mettre un autre système. Et qui plus est, moi, j'ai trouvé un Lausanne assez séduisant. Alors, oui, un LS qui a dû un peu se chercher en première mi-temps, mais un très, très bon LS en deuxième mi-temps, qui a réussi à jouer aussi bien sur la largeur que dans la profondeur. Que les changements qui ont été effectués à la mi-temps en deuxième mi-temps, excuse-moi, avec l'Equerry, que je trouve que c'est vraiment un joueur qui te permet de percuter dans l'axe du terrain, qui cherche la profondeur. Moi, j'aime beaucoup ce joueur et il apporte beaucoup d'énergie en plus. Et puis avec Butler Oyeledi, d'ailleurs, il a fait que 3 changements, me semble-t-il, si je ne m'abuse, sur ce match. Ouais, je crois qu'il fait rentrer Sopi les 10 dernières minutes. Euh, donc, moi, tout m'a étonné. Aussi bien les choix de Peter Seidler que de la manière de jouer du LS avec cette particularité d'avoir quasiment 3 centres avant qu'occupe l'attaque. D'accord. Et ça, c'était très intéressant. Et puis, j'ai trouvé beaucoup de fluidité dans la deuxième mi-temps. La balle circulait bien, avec beaucoup de rythme. Et là, on est obligé de parler d'Iakité. Moi, Diakité, début de saison, me plaisait beaucoup. C'était Monsieur Plus du LS, mais je trouve qu'il cristallise trop le jeu et il porte trop le ballon. Et ce match-là, quelque part, doit donner des intentions à Peter Zeidler au LS. Est-ce qu'aujourd'hui, Diakité, qui porte trop le ballon, est indispensable au LS? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Soit il se fonde dans un collectif comme celui de la seconde mi-temps contre Winterthur, et là, ça deviendra un jour intéressant. Mais il y a eu le Diakité de début de saison. Après, petit à petit, c'était quand même un petit peu moins bon. Alors, on a souvent parlé de sa position qui pour moi, n'est pas très claire au LS. En tout cas, je préfère le voir dans le couloir que dans l'axe du terrain, pour ma part. Hein. Et puis, il y a eu la canne, il est revenu, enfin, il était moins en forme et je trouve qu'il ne s'impose plus comme titulaire. Qui plus est, avec le retour de Roach, qui a un volume de jeu là au milieu de terrain absolument incroyable, j'ai envie de te dire que LS peut jouer avec 3 milieux de terrain. Sans Roach, c'est plus compliqué. Donc, ça, c'est les considérations du jour. On sait que la vérité d'aujourd'hui est d'un match. Ce n'est pas forcément la vérité du lendemain. Mais je me réjouis de voir le dernier match contre le FC Sion, ce qu'il en sera des choix de Peter Seider. Ouais, moi, enfin, Diakité, au-delà du poste, parce que je trouve c'est quand même un joueur qui peut jouer dans plusieurs rôles différents, il peut faire plusieurs choses sur un terrain, tu peux lui donner une certaine liberté aussi. Mais surtout, au début de saison, il était décisif. Enfin, peu importe d'où il partait, il se passait quelque chose, quoi. Et là, le problème, c'est qu'il tente moins, je trouve. Alors, faudrait le confronter au stats, mais je trouve qu'il tente moins. Il est surtout beaucoup moins décisif, ça marche beaucoup moins. Enfin, c'est beaucoup moins spontané ce qu'il fait. Et du coup, en effet, alors oui, ça ralentit le jeu, mais surtout, ça va pas vers le but, ça crée peu d'occasions. Disons que si on te donne la liberté et puis que tu n'amènes pas ça,
bah, tu te heurtes quand même à des limites, quoi. Enfin, tu peux pas non plus attendre d'un joueur comme ça qui, ok, tu lui confères cette liberté, comme je disais, mais il faut que ce soit clair, il faut qu'il se passe quelque chose derrière. Il faut qu'il te fasse gagner des matchs. Et s'il ne te fait plus gagner de matchs, il perd beaucoup en pertinence. Ça, je suis totalement d'accord avec cette idée-là. Et puis, très honnêtement, maintenant, il va falloir se poser la question, est-ce que tu le refais jouer d'ici à la fin de saison? Il est prêté par Salzbourg. Il est clair et net, et je ne vois pas dans quel monde que Diakité ne sera pas au Lausanne Sport l'année prochaine. Ça me paraît assez évident. Est-ce qu'aujourd'hui, tes Aidler, tu fais encore, alors, jouer? Il peut rentrer sur des matchs, il y a pas de souci, mais est-ce que tu le fais encore commencer sur la suite de la saison? Moi, je suis pas sûr et je serais pas choqué en tout cas qu'il commence plus un match d'ici à la fin de saison. Encore une fois, ta question est légitime et je pense qu'on a eu peut-être un élément de réponse ce week-end contre Winterthur. Il était sur le banc, il n'est pas rentré. Ça, c'est quand même assez surprenant. Et puis, tu parles des choix de Zeidler, mais peut-être que là, on a un choix qui va au-delà de Zeidler. Club. C'est peut-être un choix de club, hein. Si aujourd'hui, on prépare l'avenir, effectivement, ce sera vraisemblablement sans Diakité. Donc, je ne serais pas surpris qu'ils soient encore sur le banc ce week-end contre Sion. Et là, honnêtement, si c'est le cas, alors véritablement, je pense qu'on aura la réponse à ta question. Moi, ça me choquerait pas en tout cas qu'il ait beaucoup moins de temps de jeu d'ici à la fin de saison et Zeidler doit utiliser cette dernière partie de saison pour aussi préparer la suite. S'il veut rester pertinent aussi en vue de la saison prochaine, il peut le faire maintenant. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, le fait de remettre Baer comme titulaire, alors il avait été blessé, etc. Il était revenu sur quelques matchs avant la trêve internationale. Mais lui, je pense que Baer, à mon avis, il y a un coup à jouer aussi en vue de l'année prochaine. Alors peut-être qu'il y aura encore Jeannès, ça, il n'y a pas de souci. Baer, il est prêté par Auxerre avec une option d'achat. Peut-être que si tu es Lausanne, lui, l'option d'achat, tu la lèves et tu comptes sur lui sur la durée, quoi. En tout cas, tu dois utiliser ces matchs pour voir si tu peux compter sur lui dans la durée. Ouais, alors je pense que pour Théobert, un des facteurs qui aura du poids, hein, on sait comment ça fonctionne en Suisse et particulièrement en Suisse romande, il faudra voir le coût de l'option, quoi. Ça aura son importance, je pense, dans le choix du LS. Alors après, je suis pas dans le secret des dieux, j'ai aucune idée quel est le montant de l'option. Peut-être qu'il y a aussi, on voit qu'il y a forcément des relations entre le Lausanne Sport et Auxerre sur ces derniers mois. Donc il y a eu le prêt de Baer, il y a eu le Oko qui est parti de l'autre côté et qui marche pas mal finalement à Auxerre. Peut-être que ça facilite les négociations aussi. Il y a peut-être quelque chose à tirer de ce point de vue-là, hein. Exactement. Lausanne, tu l'as dit, qui terminera donc contre Sion sur le dernier match. Est-ce que tu vois, toi, des objectifs de fin de saison pour le LS? C'est comme un petit peu le même cas que Servette, c'est quasiment sauvé. Il y a peut-être cette septième place à aller chercher. Est-ce qu'elle est pertinente vraiment à aller chercher? Est-ce que tu vois d'autres choses, toi? Alors, écoute, c'est aller, enfin, on a vu hein, que ce soit le discours est le même à Servette qu'à Lausanne, hein. Ces deux clubs qui avaient fini dans le top 6 la saison passée, les deux ont envie de finir septième. D'accord? Quelque part, leader de ce deuxième groupe, le groupe Relegation. Euh, Aller chercher cette septième place à tout prix, au détriment de quelque part préparer un peu la saison prochaine, pour moi, ce serait quand même une erreur. Après, tu ne peux pas faire non plus n'importe quoi et puis mettre la moitié des moins de 21. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je crois qu'on l'a déjà dit avec Diakité. Je pense que la situation des joueurs qui pourraient partir potentiellement à la fin de saison, j'imagine que dans la tête des dirigeants du LS, ça doit être assez clair. D'ailleurs, les choix qu'on verra sur les 6 derniers matchs seront peut-être des indicateurs. Je pense que on doit avoir un bon équilibre entre l'idée de gagner les matchs, pour pourquoi pas finir septième, et l'idée de déjà préparer la saison suivante. Il n'y a plus de danger, ni pour l'un ni pour l'autre. Tu ne m'enlèveras pas de la tête qu'on pense déjà à la saison 26-27. Ah, et puis bon, c'est l'occasion, comme je disais, pour Zeidler de retrouver un petit peu de crédibilité aussi sur ces derniers matchs. C'est clair que si tu laisses tout filer et puis que tu gagnes pas un match et puis que tu présentes
rien de pertinent, pour Zedler, ça peut être compliqué derrière, hein. Je pense qu'il a aussi tout intérêt pour lui à essayer de jouer le coup, du mieux possible, en tout cas, en montrant qu'il est aussi en train de réfléchir à la saison prochaine. Ouais, puis je pense que son interview est quelque part un semblant de réponse à ta question, hein, Valentin. Il s'est fait attaquer. Je pense qu'il voudra aussi prouver qu'il est capable de gagner des matchs et peut-être de gagner des matchs dans un autre système que le 4-4-2 en Los Angeles. C'est clair. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour sur le LS. On va passer à Servette, désormais. Alors Servette qui a gagné 3-0 contre Lucerne, lundi. Et si tu prends les 3 buteurs, c'est 3 questionnements sur l'avenir du Servette FC. Donc, si on va dans l'ordre, Stevanovic, qui lui devrait encore être là l'année prochaine, Konya, qui lui devrait pas être là l'année prochaine, et Kadile, qui est un cas encore différent, c'est une option d'achat à 1 million de francs que Servette devrait payer à Almere, donc ce club de deuxième division néerlandaise. Déjà, juste en partant rapidement sur le match, sur ce que tu as vu du match, et notamment à travers le prisme de Kadile, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Écoute, tu reçois un Lucerne qui était quand même dans une bonne dynamique, hein, qui faisait des bonnes choses. Tu gagnes 3-0, encore une fois. Hein, nos équipes romandes ont été en fière allure, hein, ce week-end, 3 victoires. Euh, alors, moi, j'ai une lecture peut-être un peu particulière. Tant mieux que Kadile et l'attaque servétaine a été efficace, parce que je trouve que la défense, même si elle n'a pas pris de goal, je vois encore des petites fragilités. On sent qu'il y a eu une saison derrière et que s'ils avaient été un peu plus bousculés, peut-être qu'on aurait pu encaisser des goals. Maintenant, moi, j'ai trouvé qu'on a un Servette qui est aussi un peu dans la continuité de ce printemps, qui devient de plus en plus cohérent. Moi, je trouve que les joueurs jouent à leur poste et que ça change beaucoup de choses. Et qu'on sent que maintenant, on a retrouvé confiance, clairement, et que c'est cohérent, ça joue bien. Et puis que Kadile reste quand même ce joueur qui est capable de faire des différences. Et pourtant, le début de match, je pense qu'on a très très bien joué du côté de Lucerne parce que Dorn, Ferreira, un doublé énormément sur Kadile. Sur les 25 premières minutes, on ne l'a quasiment pas vu parce qu'ils étaient 2 contre 1. Il y avait même Ovuzu qui venait donner le défenseur central, dont le nom m'échappe, qui était à droite du Freiman. Freiman. Euh, ouais, Freiman, qui aussi des fois dédoublait. Donc, ils avaient clairement mis un plan anti-Cadillac. Mais au fil des minutes, à partir de la demi-heure, évidemment, hein, du 2 contre 1, sur tout un match, c'est compliqué. Et puis, il y a eu des espaces, et là, on le voit. Il y a ce premier centre. Alors, il attend de contrôler, de faire un centre en toute décontraction. Alors là, à relever quand même, je ne sais pas si tu as vu l'effort que fait Stevanovic pour rentrer dans les 16 mètres. C'est à 1-2 sur 35 mètres. Ouais, il fait ses 10 derniers mètres. Là, tu ne lui donnes pas son âge. Hein. Tu vois qu'il a vraiment envie de rentrer dans les 16. Il va chercher le centre vraiment génial. Mais non, alors, tu sais qu'à Diles, c'est simple. 1 million, ce sera rien s'il confirme. Parce que là, ils pourront faire une plus-value, surtout s'ils le vendent à l'étranger. Et puis, s'il devait tout d'un coup un jour partir en Suisse, on peut imaginer aisément que ce sera à eBay ou à Bâle, ou voire même à Lugano, où ils retrouveront ce million. Mais faut-il qu'ils confirment? Et ça, c'est quand même le plus dur dans le football. Alors maintenant, il y a une chose est sûre, c'est que quand on le défend bien, c'est moins facile. Je te rappelle quand même qu'ils jouaient dans un championnat où les joueurs allaient très, très vite. Tu te rappelles tout à l'heure, je t'ai donné une statistique, hein, c'est le championnat où il y a le plus de courses à haute intensité, la Hollande. Et ça avait été compliqué pour lui. Donc, quand tu as des défenseurs qui vont très vite, ce serait peut-être plus compliqué. Mais il a quand même une qualité qu'on lui découvre quand même au fil des matchs. C'est que dans les 16 mètres, il est très, très efficace. On l'a vu au début dans la percussion, dans le 1 contre 1. Maintenant, on le voit à la finition. Et là, franchement, c'est adroit. Et c'est pour ça que je me dis que dans notre championnat, celui qui a droit sur une saison
souvent il est capable de répéter les saisons suivantes. Ah, mais de toute façon, je pense que si à l'heure actuelle, tes Servette et en l'occurrence John Williams, les 1 million, tu dois les mettre. Et Servette, a priori, va les mettre. Ça, il n'y a pas de. Enfin, je vois aucun monde dans lesquels ils refusent d'y aller. Ils ont déjà mis 1 million sur d'autres joueurs. Aïe, ça a coûté plus ou moins ça. Enfin, il y en a eu d'autres dans le passé. Ça, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis. Évidemment qu'il y a une part de risque. Mais en même temps, la part de risque, je trouve qu'elle reste limitée parce que, oui, Kadile devra confirmer et il est sans doute un tout petit peu en surperformance par rapport à tout ce qu'il fait. En tout cas, il en surchauffe, il tente énormément. Ça passe presque tout le temps par lui à Servette. Donc, il a beaucoup d'occasions de se mettre en valeur et puis de tenter, de tenter, de tenter. Mais il tente avec déjà une certaine réussite. Mais le fait de beaucoup tenter, c'est quand même un avantage et une forme de garantie, en tout cas, quand analyses l'action. C'est quand même, enfin, quand tu analyses les stats, c'est le fait d'avoir beaucoup d'actions. Finalement, c'est quand même quelque chose à te mettre à ton crédit. Et donc, ça, il faut passer par lui. Il faut accepter que ça doit devenir un joueur important de Servette. Et c'est en train de le devenir. Donc, je pense que Servette va mettre ses 1 million. Et vu le profil qu'il a, à déclencher, à marquer des buts, à être décisif en plus, à être dans la percussion. Il a beaucoup d'activités aussi sans ballon. Enfin, il fait beaucoup de courses. Je crois que tu as un profil qui est alors, pas encore mûr, mais en tout cas qui va intéresser beaucoup de championnats étrangers. Et donc, c'est presque la garantie, si tout se passe bien, de faire une plus-value. La question, ce sera presque quelle hauteur de plus-value tu pourras faire avec lui. Il faut savoir que payer 1 million, donc ça, ce sera acquis. Donc, il appartiendra à Servette. Mais on peut déjà imaginer que dès le moment où Servette l'achète, il y a déjà les prétendants, par exemple. Ça peut être une plus-value à, j'en sais rien, qu'il y ait un club qui vienne à 2-3 millions pour l'acheter. Il peut ensuite continuer de jouer. Éventuellement, ça peut monter encore plus haut. Donc voilà, il y a beaucoup de considérations à prendre en compte. Mais Kadile, aujourd'hui, c'est un profil qui peut apporter vraiment de l'argent à Servette. Et dans la nouvelle politique de Servette, la nouvelle approche que Servette a, eh ben, c'est un investissement qui est, je dirais, nécessaire pour les Grenats, d'investir, de mettre ce montant-là maintenant, parce qu'il y a quand même de très grandes chances, on ne sait jamais avec le foot, mais il y a quand même de très grandes chances que ce soit récompensé financièrement derrière. Et Servette peut pas s'en passer. Et puis, alors, au-delà de ça, c'est d'un point de vue sportif, c'est quand même un joueur sur lequel tu dois miser pour la suite. Et si tu as la possibilité de miser sur lui, il faut surtout pas s'en départir, quoi. Ouais, puis alors, c'est vrai au niveau suisse de notre championnat, 1 million, c'est conséquent. Mais aujourd'hui, au niveau international, 1 million pour un attaquant, pour un joueur avec ces qualités-là, c'est rien. C'est des peanuts. Donc, c'est vrai que je pense que Servette va finaliser ce transfert. Et au-delà de ce que ça pourrait rapporter financièrement à Servette, je crois qu'il faut surtout voir ce que ça peut rapporter sportivement sur la prochaine saison. C'est clair. Et ça, c'est. Disons que dans cette future saison, tu auras quand même des doutes, parce qu'il y aura le départ de Konya, évidemment, entre autres. Il y aura peut-être d'autres départs à voir. Mais déjà, le départ de Konya, il faudra le considérer. Si tu as au moins une garantie d'un joueur qui est efficace comme Kadile, eh ben, il faut y aller. Et puis, Servette devra quand même progresser, devra montrer un autre visage la saison prochaine. Ça reste un club ambitieux. Alors, c'est un club qui veut quand même être un petit peu prudent parce que, en disant qu'il y aura peut-être une deuxième saison de transition derrière. Mais quand même, Servette doit être ambitieux, doit avoir au moins l'idée de pas faire la même saison, de pas flirter par moment avec la zone de relégation. Servette doit pouvoir jouer le haut du tableau. Et ça me semble absolument nécessaire de partir avec lui. Et en tout cas, si t'as un mec comme lui, tu as une forme de certitude, quoi. Et après, voilà, l'autre question, ce sera évidemment comment est-ce que tu remplaces Konya, parce que là, désormais, ça paraît assez sûr qu'il va partir. Il l'a dit à l'interview après le match, qu'il a des envies d'ailleurs. On peut le comprendre, mais évidemment, trouver un deuxième Konya, enfin trouver un futur Konya, ça va être un sacré défi pour Servette. Ouais, parce que là, tu perds pas seulement le joueur, hein, mais tu perds l'homme, le leader. Enfin, je veux dire, tu vois les analyses qu'il a en interview, tu sens que c'était quelqu'un, une pièce très importante de Servette, par son jeu, par tout ce qu'il a apporté dans le vestiaire.
Il avait des fois des coups de sang, hein, tout d'un coup un tacle bien appuyé, une grosse action, il réveillait Servette quand Servette s'endormait. C'était souvent le joueur qui, quand Servette était pas bon, permettait à Servette de retrouver un certain niveau. Donc, beaucoup de qualité dans ce joueur. Maintenant, c'est vrai qu'il est peut-être arrivé à la fin d'un cycle. Il le dit lui-même. Alors, je crois qu'il y avait eu une offre cet hiver des Émirats. Je crois que Servette a mis le haut là. Maintenant, évidemment, il faudrait trouver un championnat intéressant. Je n'irai pas en France parce que c'est un championnat qui est très physique. Je ne suis pas sûr que c'est là qu'il puisse exprimer le mieux ses qualités. Pourquoi pas en Italie ou en Allemagne? Voilà, c'est là que je le verrai peut-être. Ou alors, est-ce il va aller en Suisse? Mais je ne pense pas. Puis après, s'il priorise évidemment l'aspect financier, alors il pourrait terminer dans un championnat où il y a beaucoup d'argent. Je sais que parmi les championnats qui ont circulé, qui pourraient y avoir des intérêts, il y a notamment la MLS qui pourrait être les États-Unis qui pourraient éventuellement l'intéresser. Mais bon, je pense que il étudiera pas mal d'offres et il a quand même. Voilà, c'est pas un profil sur lequel tu vas miser pour l'avenir. Il a quand même 28 ans si tu es un autre club. Mais c'est une valeur sûre d'un championnat de deuxième zone parce que la Super League, c'est la deuxième zone actuellement. Mais donc, tu sais qu'il a une marge de progression quand même qui peut aller voir un poil plus haut. Mais en effet, la Ligue 1, les top 5, moi, je suis pas convaincu, quoi. Soit c'est une deuxième division d'un grand championnat, soit c'est un championnat moyen, entre guillemets. Enfin, alors, je pense que c'est pas forcément intéressant pour lui d'aller, j'en sais rien, en Belgique ou au Portugal. Mais c'est pas forcément. Enfin, ça dépend toujours le club. Mais voir quelque chose un petit peu différent, ça sera, à mon avis, plus crédible, en tout cas, à voir les offres qu'il pourrait avoir. Ouais, puis maintenant, alors, si on considère qu'il est loin, c'est vrai que trouver son remplaçant, ce profil de joueur en Suisse, hein, il est assez unique. Il n'y en a pas vraiment qui sont box-to-box comme ça. Je pense qu'il faudrait peut-être aller chercher à l'étranger parce que, ou alors, est-ce que dans les jeunes de Servette, mais quand même, c'est compliqué de trouver un joueur qui aura tout de suite cette efficacité, quoi. Donc, peut-être qu'il fallait aller chercher à l'étranger, il ne faudra pas se tromper, hein. Ouais, ça va pas être simple. Ça va pas être simple de le remplacer, ça, c'est une certitude. Bah, la considération, c'est de savoir est-ce que tu veux un profil similaire à Konya. Alors, et ça, en effet, c'est ça qui va être très difficile. Si tu élargis un petit peu, si tu veux un joueur allez, qui soit plus un joueur de contrôle, comme on en parlait tout à l'heure à Sion avec Kabak Allemand, par exemple, un profil un petit peu comme ça peut être aussi une autre approche. Alors, tu as un Doulin qui est beaucoup plus défensif, mais qui est moins organisateur depuis derrière. Et on sait que Gourvenec, en tout cas, ce qu'il a essayé de faire, c'est d'avoir un jeu un peu plus posé. Et peut-être que dans ce cadre-là, avoir un milieu qui soit vraiment un meneur de jeu reculé devant la défense, qui organise, qui dicte le tempo, ça pourrait être aussi un profil que tu peux cibler, quoi. Ouais, alors comme ça, ton profil, moi, je vois aussi un Gurgic, Ouais, mais alors sans il est sous forcément contrat, mettre des puis noms, hein, mais c'est simplement quelle réflexion tu dois avoir, parce que je pense que remplacer Konya par un nouveau Konya, ça va être un défi sacrément difficile. très difficile. En Suisse, il n'existe pas. Moi, je le vois, c'est pour ça que je te dis, s'ils veulent le même style, il faudra aller chercher à l'étranger, ou alors, comme tu dis, on aura un petit peu un Servette différent dans son animation en trouvant une autre solution. Ben, ça, ce sera le job de Gouvenec. De Gourvenec, ouais, de John Williams aussi, avec qui va forcément organiser la planification sportive de Servette. John Williams était au stade l'autre jour à la Praille. Par contre, il peut pas encore travailler. Il n'a pas encore son permis de travail. Ça, c'est toujours les plaisirs de l'administration genevoise quand eu égard des extra-communautaires et des étrangers. Mais j'imagine que ça va arriver d'ici quelques jours, voire quelques semaines. L'autre question qui va pas avoir besoin de se poser, c'est la question sur Stevanovic. Vu le niveau qu'il a encore, vu le match qu'il fait encore contre Lucerne, donc un but, un assist. Et puis surtout, une activité qui est dingue. Et j'étais à la conférence de presse après le match l'autre jour de Gourvenec. Et il mentionnait notamment le fait que sur les données physiques, physiologiques qu'il peut avoir, apparemment, a priori du moins de ce que Gourvenec soutient, c'est qu'il a des niveaux physiques qu'il n'avait jamais eu, qu'il est encore plus haut que ce qu'il a eu, alors qu'il a bientôt 36 ans, quoi. C'est dingue. Ouais, alors moi, je m'entretiens assez régulièrement avec Mathieu Degrange, avec qui j'avais pu travailler quand j'étais au FC Bull, Le préparateur qui physique, était c'est ça, aussi ouais. exactement. Et ça fait depuis qu'il y travaille qu'il me dit que
Stevanovic a les meilleurs résultats. Alors après, tu sais, l'endurance, hein, l'endurance, tu peux vieillir et rester un joueur très endurant. Ouais, mais l'intensité, Après, c'est différent. voilà, tu perds peut-être un petit peu d'explosivité, mais que tu peux compenser, pour moi, par l'expérience, et c'est le cas chez Stevanovic. Et puis, actuellement, on lui a trouvé un peu un jeu hybride entre ce couloir droite, cette façon de rentrer dans le terrain, et c'est pour ça qu'il marque aussi beaucoup de goals, et notamment des buts de la tête, comme il a nouveau pu le faire ce week-end contre Lucerne. Euh, alors là, si tu perds Konya, pour moi, c'est important de garder Stevanovic. Parce que, de un, on vient de le dire, le joueur est toujours très présent. Il est pas encore fini. Il faudra qu'il fasse la saison de trop, mais je ne pense pas que ce sera la saison prochaine, parce qu'en tout cas, il n'en prend pas le chemin. Et puis, il y a le fait que Servette veut mettre des jeunes joueurs. J'espère que ça continuera, mais je veux dire, on a vu, il y a des Alix, des Schwayed, des Lopez, etc., etc. Et que si tu veux intégrer des jeunes joueurs, comme Gouvet le fait, tu es obligé d'avoir des joueurs d'expérience. Et qui de mieux que Stevanovic pour être un exemple pour ces jeunes joueurs. Tout à fait, non, je suis d'accord avec toi. Servette qui va finir sa saison, enfin son tour, sa saison régulière à IB dimanche. À l'occasion, il y aura le retour en tant que titulaire dans les buts de Jérémy Frick parce que Joël Mal s'est cassé 3 côtes et sera absent jusqu'à la fin de la saison. Bah, Frick aussi, là, il a quand même quelque chose à jouer en vue de l'avenir, quoi. Enfin, c'est se donner un peu de crédit pour la suite, quoi, parce que Mal a été titulaire quasiment toute la saison, en n'étant pas toujours très bon non plus. Frick est le capitaine, mais un capitaine relégué, un capitaine qui n'a pas forcément eu la considération qu'il aurait aimé. Il a pensé à partir. Est-ce qu'il va partir cet été? C'est toujours aussi dans les tuyaux. C'est possible que Servette prenne un gardien. Évidemment que lui, je pense qu'il a quand même quelque chose à jouer sur ces 6 derniers matchs. Ouais, et ça, je crois, Valentin, tu mets un point sur, pour moi, qui est peut-être le sujet essentiel de Servette pour la saison prochaine. Au final, les performances de ces deux gardiens ont été à l'image de celles de Servette. K1, KA, c'était compliqué. Alors évidemment, les deux, ils ont la poisse parce que régulièrement, ils se blessent et ça donne toujours la possibilité à l'autre de revenir sur le terrain. Mais cette fin de saison, ce qui est sûr, c'est que pour Frick, ce ne sera pas du beurre. S'il veut rester à Genève, et je reste quand même persuadé que même s'il avait des envies de partir, ben évidemment, quand tu es numéro 2, alors que tu es le capitaine du groupe, tu n'es pas au mieux. Hein. Donc, voilà, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à prouver pour Frick. Il en est certainement capable. Et si on veut lui servir une place sur un plateau, eh ben, je crois qu'il ne peut pas louper ces 6 derniers matchs. Ça, c'est une certitude. Maintenant, comment on va gérer ses gardiens? Ça va être pour la saison prochaine. Parce que ces histoires de tournus, je crois que ce n'était pas très inspiré. Ce n'est pas un bon choix. Bon, alors, ils s'entendent bien, heureusement, hein, les deux. Je crois qu'ils ne se font pas la gueule. Apparemment, ils s'entendent bien. Donc, c'est ce qui fait que tout a relativement bien fonctionné entre les deux. Maintenant, ni l'un ni l'autre n'ont été très bons, finalement. Quoi. Donc, il y a un vrai sujet de discussion pour les gardiens. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il y aura. Alors, les deux sont sous contrat jusqu'en 2027, donc ils auront encore une saison derrière. Mais je pense qu'il y en a au moins un des deux qui part cet été et que Servette va recruter un gardien très possiblement derrière parce que c'est quand même identifié comme un poste prioritaire pour Servette. Je crois qu'on a fait le tour de nos clubs romans, de la Super League pour cette semaine. Euh, on a dit qu'on revenait sur la Super League après la trêve internationale. On va juste refaire un petit coup de rétro vers les équipes nationales. Parce que toi, là, on se projette vers la Coupe du Monde aux États-Unis. Et toi, la Coupe du Monde aux États-Unis, ça te rappelle des souvenirs, ça te ravive des souvenirs, je crois. Oui, c'est 1994. Alors, ça me ravit d'excellents souvenirs pour l'équipe nationale. À titre personnel, j'ai été en voyage de noces aux États-Unis. Mais en même temps, ça a été la fin de ma carrière. Alors, pas à cause de mon mariage, mais pour des problèmes de santé, j'ai dû arrêter cette saison-là. Et j'aimerais bien qu'on revienne sur cette Coupe du Monde 94 parce que
je pense que c'est le début d'une très longue et belle histoire euh, entre l'équipe suisse, les Coupes du Monde et ses supporters. D'abord, j'aimerais rappeler juste deux choses. Que suite à cette Coupe du Monde, il y a une personne, Hans-Rudi Esler, qui était le chef technique de la Fédération suisse de football, a eu l'idée géniale de se dire tout l'argent qu'on a gagné à la Coupe du Monde, on va l'investir dans la formation des joueurs, des jeunes joueurs. Hein, on a fait des centres de formation à Bayern, etc. Et puis aussi à la formation des entraîneurs. Et depuis, c'est vrai que la formation des joueurs et des entraîneurs est reconnue en Europe. Et on sait, tous les jeunes qui ont suivi cette formation dans nos centres de formation, ce que ça permet de faire pour notre équipe nationale. Et puis, on ne doit surtout pas oublier, parce qu'on l'oublie un peu, c'est que le foot roman était à son fait à cette époque-là, particulièrement Sion, Servette et Lausanne, un tout petit peu moins que Xamax, même si dans les fins des années 80, Xamax était aussi une équipe extraordinaire de la Liga, c'était la Liga à l'époque. Sur les 22 joueurs qui s'étaient déplacés aux États-Unis, 12 jouaient dans des clubs romans. Je les cite, Lehmann, Ottiguer, Quentin, Ergaguer et Fournier pour Sion, Pascolo Egliorel et Grassi pour Servette, et Brunner et Patrick Sylvestre pour le LS. Donc, c'est quand même te dire que le foot roman là était extraordinaire. Il y avait juste, en gros, le grand Grassopre, je dis bien l'ex-grand Grassopre, qui trustait les titres et qui embêtait les romans pour acquérir ces titres. Alors, revenir sur ces trois matchs hein, comment à la Coupe du Monde, juste avant, pas oublier que on avait fini juste derrière l'Italie dans la poule de groupe pour se qualifier et juste avant le Portugal. C'est-à-dire que l'équipe de Suisse avait une sacrée volée. Ça faisait 28 ans qu'on attendait depuis 1966 de retourner à la Coupe du Monde. Et là, le 18 juin, au Silverdome, il y a le match d'ouverture contre les États-Unis. On fait 1-1. J'aimerais juste raviver un petit souvenir. Georges Bregui, hein, qui était un des joueurs les plus âgés de l'équipe nationale. Il y a un coup franc que Alain Souter avait trouvé dans une sorte de percussion. Hein. C'était juste à l'orée des 16 mètres, mais complètement excentré sur la gauche. Et tu as ce Georges avec sa petite moustache, joueur d'IB à cette époque-là, qui va te faire un de ses coups francs. On pensait tous qu'il allait la mettre par-dessus le mur, puis en fait, il a choisi le deuxième poteau en pleine toile, 1-0, extraordinaire. Malheureusement, les Américains, devant 73 000 spectateurs, avaient réussi à égaliser juste à la mi-temps. Et là, je vois toujours les commentaires de Tripo et de Claude Riff à la fin du match. Ils étaient déçus, surtout Tripo. Et Claude Riff qui disait non, on a fait un bon match. Et puis qui disait, mais par contre, c'est scandaleux. Alors, c'est vrai que les terrains n'étaient pas de très, très grande qualité, il faut le dire. Il y avait un taux d'humidité incroyable, il faisait chaud. Je me rappelle, j'y étais. Moi, j'avais chaud seulement de me promener dans les rues aux États-Unis. Mais on avait mis un pied dans la Coupe du Monde et on avait plutôt bien mis. Puis alors après, pour moi, c'est le match peut-être référence de l'équipe suisse à la Coupe du Monde. C'est le 22 juin contre la Roumanie. La Roumanie de Hagi, qu'on disait le Maradona des Carpates. Là, on joue devant 61 000 spectateurs. C'est exceptionnel, ce match. Il y a le premier but d'Alain Souter du pied droite. Alain Souter que j'avais côtoyé à Getse, hein, tout comme Bickel et Sforza, qui étaient des joueurs de l'équipe nationale, et Martin Brunner, qui était le troisième gardien. Alors, ces joueurs jouaient peu à Getse, hein, à part Souter jouait en Allemagne, et puis Sforza aussi à Kaiserslautern, je crois. Et Alain Souter, je crois, à Nuremberg. Et après, Hadji, évidemment, égalise son fameux pied gauche, Pascolo. Et puis, après, on fait une deuxième mi-temps, un truc de dingue, mais de dingue. Stéphane Chapuisat, c'est la guerre des tranchées dans les 16 mètres. Il y a vraiment une action avec beaucoup de joueurs, une densité exceptionnelle. Et Stéphane Chapuisat, avec son style, tu sais, un peu trapu, les bras ouverts, se retourne et son fameux pied gauche arrive battre le gardien pour la deuxième fois. Et puis derrière, le fameux Adrian Knoop,
attaquant, hein, très, très beau attaquant, élégant, très bon des deux pieds, de la tête. Je te raconte en live le troisième but, Valentin. Chiracio Forza part du milieu de terrain, se pousse la balle dans la profondeur, fait un grand pont et derrière met un de ses centres au cordon derrière la défense et Adrian Knoop est au deuxième poteau. Le but est ouvert, il est à une dizaine de mètres du goal et bat pour la troisième fois le gardien roumain. C'est la folie dans les tribunes, c'est la folie partout en Suisse. Et le dernier but, un centre qui vient de la droite, Knoop qui coupe au premier poteau de la tête et qui bat pour la quatrième fois. 4 à un truc de fou. Bon, on a tout donné. On a tout donné sur ce match-là parce que le match suivant, c'est contre la Colombie. On passe un peu à côté, on est un peu fatigué, il fait toujours aussi chaud. 83 000 spectateurs. On perd 2-0, mais on est qualifié. On est qualifié comme deuxième derrière la Roumanie. Puis on joue l'Espagne. On joue l'Espagne en huitième. L'Espagne était trop forte, il faut l'avouer. On a fait bonne figure, surtout en première mi-temps. Je dirais juste que on perdait 1-0 la mi-temps. Le deuxième but, il est marqué par un certain Luis Enrique, dont on parle encore énormément aujourd'hui. On se réjouit de voir son PSG en Champions. Voilà, je voulais faire un peu cette rétro parce que franchement, ça a lancé le football suisse à un niveau très, très élevé. C'est le début de la belle histoire de notre équipe nationale. Est-ce que pour toi, c'est la plus belle équipe de Suisse de l'histoire? C'est une des plus belles. Si tu prends le 11 de départ, c'est quand même un truc de fou. Puis Roy Hodgson avait eu l'intelligence de faire jouer les joueurs vraiment dans un système qu'il maîtrisait totalement, hein, en 4-4-2, qui était très à la mode, hein, à cette époque-là. On avait moins de choix tactiques qu'aujourd'hui. Il avait aussi l'intelligence de faire jouer la défense du FC Sion, d'accord? En défense, les milieux de terrain étaient les joueurs de Guetze, et puis avec Georges Bregui, et puis devant, voilà, il y avait Chapuisat et Knoop. Donc, c'est une des toutes belles équipes, peut-être la plus belle, ouais. Ouais, en tout cas, moi, celle qui m'a peut-être fait le plus rêver, même si celle qu'on a eue, hein, dernièrement, si tu prends les Chaka, les Shaqiri, les Fry, ouais, ouais, mais elle est belle, cette équipe. Ouais, elle est très, très, très belle. Parce que moi, je ne l'ai pas vécu. Moi, je suis né en 93, 94, 96, je ne les ai pas vus. Donc pour moi, l'équipe de Suisse en Coupe du Monde à l'Euro, ça a commencé 2004 et surtout 2006. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à vraiment. Alors évidemment, je suis renseigné, je sais très bien ce qui s'est passé avant. J'ai vu des tonnes d'images, c'est pas un souci. Mais je crois que moi, même si c'est difficile de comparer les époques, mais je crois que l'équipe actuelle, en tout cas l'équipe de 2024, de manière de ce qu'elle a produit aussi dans une grande compétition, en termes de résultats, en termes de jeu, enfin, je trouve que c'est difficilement atteignable et difficilement comparable avec, évidemment, que 94, c'était une nouveauté, quoi. La Suisse connaissait plus ça, pas ça. Toute une génération ne l'avait jamais vu. Mais je crois quand même que je trouve que cette équipe, l'équipe récente, elle dégage encore. C'est la preuve justement de cette supériorité qu'elle a atteinte, de cette évolution qu'elle a eue. En effet, à partir des années 90, à partir de 93, 94, avec Crédit Suisse aussi qui est entré dans la danse, qui a beaucoup sponsorisé le football suisse, qui a favorisé l'émergence de la formation. Et ça a eu un impact considérable sur la suite. Donc ouais, je pense que là, on arrive dans des formes de conflits de génération. On n'a pas vu tous la même Non, mais chose. alors, Et voilà, ça c'est. alors comment me dire, Valentin? Attention, alors, moi, tu as raison, faut comparer ce qui est comparable. Aujourd'hui, l'équipe suisse, elle a cette régularité dans les championnats, dans ses performances. Elle rivalise clairement avec les meilleurs d'Europe. Elle est juste peut-être un petit peu derrière les tout grandes nations. Mais il y avait une cote d'amour incroyable de cette équipe nationale, hein. La plupart de ces joueurs-là jouaient en Suisse. Alors, on avait ouvert les brèches, hein, avec Stéphane Chapuisat qui part en Allemagne, les joueurs de Guetze qui partent aussi en Allemagne. C'est le début d'une très grosse histoire, en fait. Mais il faut comprendre que c'était tous des joueurs qui étaient d'origine suisse, qui jouaient en Suisse. Il y avait une cote d'amour qui était exceptionnelle. Et puis, à ce niveau-là, le championnat suisse était relativement élevé car il y avait ces équipes
Suisses qui allaient en Europe faisaient quand même des bons résultats aussi au niveau européen. Je veux dire, Samax, ce qu'il fait contre le Grand Real Madrid, contre Hambourg, contre Celtic, enfin, Gaetze, tu vois, je veux dire, on ne peut pas la comparer, mais cette équipe-là a une cote d'amour que peut-être aucune autre équipe a eue. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Après, comparer au niveau footballistique, je le conviens, on peut pas vraiment. Ouais, et puis bon, sur la Côte d'Amour, on se rappelle quand même qu'à l'Euro, il y avait des vagues suisses qui déferlaient en Allemagne, 10 000 personnes dans les stades. Je pense on était pas mal aussi à ce niveau-là. Mais oui, évidemment, je pense qu'il y a un truc qui a commencé à cette période, ça c'est clair. Voilà. On a fait le tour un petit peu de tout ce qu'on avait à dire. On va juste se lancer sur nos quelques pronostics de la semaine. J'en ai sélectionné 3 sur de la Super League parce que la Coupe d'Europe, on est entre deux. Vu qu'on enregistre mercredi, on est entre deux matchs, enfin entre 2 jours de match. Donc c'est pas forcément pas parfait en termes de timing. Donc on va directement partir sur le derby du week-end. Sion-Lausanne, comment tu vois ça, toi? Écoute, peut-être que Sion, chez lui, pour bien entamer le dernier rush des 5 derniers matchs, se doit de gagner s'il va avoir une chance d'être européen. On n'est pas tout à fait dans la même configuration pour le LS, même si cette deuxième mi-temps contre Winterthur laisse envisager plutôt un bon match. Moi, je vais aller assister à ce match parce que j'avais envie de le voir. Donc, mais victoire de Sion quand même. Ouais, moi je vais mettre allez, un match nul parce que dans ces derbies, des fois, Sion-Lausanne, c'est pas non plus aussi évident en termes de. Même quand il y a une équipe qui a une supériorité, elle n'arrive pas forcément à l'assumer dans ces matchs-là. Et je me dis que c'est aussi un profil d'équipe qui peut embêter un petit peu Sion s'il y a de l'intensité, s'il y a du rythme. Et puis tu as quand même 3 attaquants qui sont en forme, en tout cas 2 avec Traoré et puis Janet plus Baer qui revient. Je me demande s'il remet le 4-3-3, j'ai quand même envie de voir ça. Je me dis qu'un match nul, c'est pas impossible. IB Servette, qu'est-ce que tu dis, toi? La même chose, hein, il y en a un qui veut essayer, il y a une équipe qui veut essayer de finir premier du deuxième groupe, donc septième. L'autre qui manque sa saison, qui doit absolument aussi faire des points pour peut-être envisager une petite chance d'être européen. Ah, je vais quand même typer IB. Allez, avantage aux équipes qui reçoivent pour ce week-end. Moi, ce que j'ai vu d'IB à Bâle l'autre jour, j'ai trouvé. Alors, même s'il y a 3-3 au final et qu'ils arrachent un match nul qui est un peu, qui sort un petit peu de nulle part, je trouve ça toujours aussi inquiétant, toujours aussi dérangeant. Je comprends pas. Il y a plein de choses que je comprends pas à IB, et notamment dans le jeu. Je trouve que Servette est pas mal en ce moment. De là à aller gagner à IB, je le dirais pas, mais un match nul aussi, ça me semble plausible. Et puis j'ai choisi un dernier match, qui est un peu le match de la peur, samedi à 18h, Winterthur Getse, le dernier qui reçoit l'avant-dernier. Si Winterthur gagne, ils reviennent, je crois, à 2 points de Getse. Ça peut lancer une fin de saison assez trépidante sur les deux dernières places du classement. Ouais, moi qui suis ex-Sauterelle, je t'avoue que ça me fait mal au cœur, surtout que Getse a montré parfois, par moments, de belles choses dans ce championnat. Mais là, depuis un moment, c'est terrible, quoi. Et tu as l'impression qu'il n'y a rien qui va. Ils ont changé d'entraîneur, c'est pire encore. Ils prennent des caisses, quoi. Waouh! Non, là, honnêtement, puis bon, si on veut un peu d'intérêt, et quand tu vois Winterthur qui a été dernier tout le championnat. S'ils gagnent, ils reviennent qu'à 2 points, ils doivent rejouer Guettet. Honnêtement, je me dis que Winterthur va tout faire pour gagner ce match et se donner une petite chance d'être barragiste. Ça me fait mal au cœur de le dire, mais je vois une victoire de Winterthur. Ouais, la Schutzhund visée, ça peut en plus être compliqué. Je crois que je vais dire comme toi, victoire de Winterthur. Je ne garantis pas que Winterthur sera 11e à la fin de la saison, mais peut-être que sur ce match-là, face à ce Getse-là, en ce moment, Getse qui aura quand même la tête à la coupe aussi, de la demi-finale de coupe qu'ils auront à jouer la semaine d'après, et ça peut être le bon moment pour resserrer tout ça. Donc, victoire de Winterthur aussi pour moi. Voilà, on a fait le tour, Steve. On pensait qu'on allait faire un petit peu plus court et finalement, on a quand même fait durer un petit peu les discussions, les échanges, mais c'était sympa. Je te remercie en tout cas.
Ouais, merci beaucoup, Valentin. Et puis, comme tu l'as dit, on a quand même réussi à tenir à deux. Encore une pensée pour Laurent. On espère qu'il revienne très, très vite parce qu'on a besoin de lui dans notre trio magique. On a besoin de lui, on est d'accord. Allez, ciao Steve, à la semaine prochaine. Ciao, les gars.